Bien, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour cette nouvelle invitation, puisque j'ai l'impression que je deviens véritablement un fidèle de votre ville et de votre région, avec grand plaisir. Un grand merci pour les personnes qui ont organisé cet après-midi, en particulier pour les personnes responsables de l'UNAFAM, qui m'ont accordé donc cette confiance pour une intervention. Voilà, donc tout va bien, je suis content d'être là et je vais essayer de partager cette joie. Alors, le sujet que j'ai est très sérieux. Le sujet qui m'a été proposé, devenir un sujet citoyen. Comment devient-on, dans la vie, un sujet citoyen? Donc un sujet, vous voyez, qui est délicat, qui est difficile, mais parce que le pari qui est fait derrière cette notion, je crois, c'est que lorsqu'on devient citoyen, lorsqu'on est relié, donc on va dire, à une sociabilité, eh bien, on va mieux. Vous voyez, ça peut contribuer aux soins, beaucoup mieux que de vivre dans un espace clos, dans un espace fermé, et que par conséquent, eh bien, c'est quelque chose qui peut participer aux soins et peut-être aussi à l'innovation dans la perception de la maladie mentale, par exemple. Alors, quand on parle de citoyenneté et qu'on l'applique soit à la maladie, soit à l'adolescence, hein, c'est un petit peu le cas cet après-midi, soit à la jeunesse, de manière plus globale, eh bien, ça veut dire qu'on va poser ces personnes comme pouvant être des sujets de droit. Des sujets de droit, et c'est bien effectivement le thème, ou l'un des thèmes de cet après-midi. Ça veut dire que lorsqu'on pose des personnes comme des sujets de droit, ça veut dire qu'on compte prendre en compte, et pas seulement en charge, on compte prendre en compte ce qui leur est dû. On estime, quand on donne des droits à quelqu'un, qu'il y a des choses qui lui sont dues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire par exemple qu'à l'égard de ces personnes, on leur doit une protection physique contre la maltraitance, par exemple. Une protection physique contre la violence, contre les abus de la maladie ou les mauvais traitants de la maladie. Ça veut dire aussi, pour continuer un exemple, que l'on pense à une protection éthique par rapport à tout ce qui pourrait moralement nuire à ces personnes. Parce qu'on peut nuire moralement. On ne nuit pas que socialement dans la vie. Quand on insulte quelqu'un, c'est pas hyper grave, mais c'est nuisible. Donc, on se dit, oulala, ça veut dire qu'il y a une vraie problématique lorsqu'on applique la citoyenneté à des personnes particulières. Ça veut dire que, et ça, dès l'introduction, je dirais, de cette petite intervention, ça veut dire qu'on doit distinguer deux sortes de droits. Donc, on y voit plus clair. Des droits à quelque chose, droit à une sécurité, droit à l'éducation, droit à la santé. Ce qu'on appelle des droits à quelque chose, vous voyez. Et puis ça veut dire également qu'on prétend à une deuxième catégorie de droits, un peu plus classique que la première, mais qui a son importance, ce qu'on appelle les droits de quelque chose. C'est-à-dire des droits liberté, ce qu'on appelle aussi des droits créances, c'est-à-dire le droit d'expression. Par exemple, le droit d'asile, par exemple, pour une république. Vous voyez, hein, c'est un peu d'actualité, donc ça nous donne à penser. Simplement, lorsque on veut offrir une citoyenneté à des personnes en situation difficile, tout le problème, c'est que les droits ne vont pas suffire. C'est-à-dire que les droits, il faut leur ajouter des obligations. Quelles sont ces obligations? Par exemple, s'abstenir de tout abus de pouvoir. Voilà, vous savez que c'est ça qu'on appelle le respect. Le respect, c'est pas je dis bonjour à la dame, hein. Ça c'est la politesse, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas le respect. Le respect, c'est beaucoup plus important que ça. Le respect, c'est quand je considère que quelqu'un n'est pas disponible à mes désirs. Et donc, je me tiens en réserve. Le respect, c'est la bonne distance. C'est quand je ne m'accarte
pas les êtres. Donc on commence à dire, ah ben oui, c'est pas simplement dire bonjour. Le respect, c'est s'abstenir de tout abus de pouvoir. Et donc on a bien compris que c'était compliqué. Un autre exemple, la tolérance. La tolérance, c'est pas aller chacun ses opinions. Parce que si les opinions se valaient, je ne vois pas pourquoi j'en aurais pas plutôt d'autres que celles que j'ai. Si tout se vaut, rien ne vaut. La tolérance, c'est lorsque je refuse d'exercer la violence à l'occasion d'un désaccord. Voilà. Quand je suis devant un désaccord, culturel, social, politique, comme vous voulez, hein, je refuse d'exercer la violence. Et vous savez que c'est très dur, parce que lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un de manière importante, pas sur savoir s'il faut ouvrir la fenêtre ou pas, vous voyez, mais sur des choses essentielles, eh bien, on monte le ton, on peut s'énerver, on peut couper la parole, on peut en venir aux mains. Eh bien, la tolérance, c'est pas quelque chose de bien gentil, c'est quelque chose de terriblement exigeant. C'est s'abstenir d'exercer la violence dans un monde de désaccord. Voilà, donc il y a des obligations, vous voyez, pour la bientraitance des gens qui sont complémentaires en droit et qui vont contribuer au lien. Parce que la citoyenneté, c'est des droits, mais c'est aussi mettre en lien. Ça veut dire que devant une maladie mentale, par exemple, nous sommes renvoyés à un être. Nous sommes renvoyés à des personnes, et devant ces êtres, est-ce qu'on va leur attribuer une valeur ou non? On va leur attribuer une valeur, là nous sommes tous convaincus, nous sommes très nombreux, mais on est tous convaincus par ça. Mais le problème, vous le savez, c'est pas d'attribuer une valeur, c'est de l'attribuer en permanence, et pas de manière intermittente. Voilà. Et là, on se dit, oulala, considérer quelqu'un comme un sujet citoyen, ça va chercher du lourd. Parce qu'effectivement, ça veut dire que je vais attribuer à un être malade, à une personne âgée, à un être en situation de handicap, une valeur la plus permanente possible, et non pas exceptionnellement. Et donc, vous voyez que je commence à avoir des obligations à l'égard d'un sujet lorsque j'attribue à des êtres une valeur de personne, hein, on est d'accord, quel que soit l'état physique ou mental de cette personne. Imaginez qu'on dise, moi je n'attribue de valeur qu'aux gens qui sont de même couleur que moi, qu'aux gens qui sont de même niveau que moi, qu'aux gens qui ont le même métier que moi. Je deviens barbare. Ça commence la citoyenneté, traiter quelqu'un comme un sujet, lorsque je le traite comme une valeur indépendamment de son état physique, la couleur de sa peau, son handicap, etc., ou mental. Qu'il soit dans la démence d'une maladie, ou qu'il soit dans la pathologie d'une conduite. C'est-à-dire que je considère quelqu'un comme ayant une valeur quand je le considère indépendant de sa condition. Eh bien, il faut s'entraîner, parce qu'on est plutôt habitué au contraire. Vous voyez? Donc, cette valeur consiste à se référer à tout être comme à une personne. Quand je dis que je me réfère à un être comme une personne, ça ne veut pas dire que je m'y réfère comme un adulte. Hein. Les enfants sont des personnes, les enfants ne sont pas des adultes. Parce qu'il y a des gens qui confondent les deux, si vous voulez. Qui traitent leurs enfants comme des personnes, et du coup, comme s'ils étaient des adultes. Il faut faire attention, ils n'ont pas l'âge. D'accord? Et donc ça pourrait être interprété comme un abandon, et non pas comme une autonomie. Ceci m'amène à vous dire que je commence à m'interroger sur les sujets citoyens
lorsque je ne réduis pas un être à sa vie biologique, lorsque je considère que pour lui, vivre, c'est pas survivre. Vivre, c'est pas végéter. Voyez, si je réduis sa vie à survivre, assez rapidement, je vais en parler comme les plus maladroits d'entre nous, comme des légumes. Deuxièmement, faire venir un sujet comme étant un sujet citoyen, c'est le traiter comme un être, j'y tiens beaucoup les amis, ça j'y tiens. Je vais sans doute m'exciter un peu là. C'est les traiter comme un être indisponible. Un être indisponible. Alors, vous savez tous, du moins pour une bonne partie d'entre vous, en raison de votre âge, vous savez que c'est le problème des enfants. Si vous avez des enfants qui commencent à être un peu grands, vous êtes en train de me comprendre avec une dimension fusionnelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des enfants tels quand on les veut, mais jamais tels qu'on les choisit. Il y a beaucoup de gens qui confondent les deux. Ça leur coûte très cher à l'adolescence. Très très cher. Tous les enfants sont adoptés. Pas sur le plan juridique, hein, évidemment, bien sûr. Mais nous devons les accueillir tels qu'ils deviennent, y compris quand c'est pas trop conforme à ce qu'on souhaitait. Nous devons adopter nos enfants, y compris quand ils sont les nôtres. Je vous laisse apprécier le paradoxe. Et tout d'un coup, je vais me rendre compte qu'ils deviennent ce qu'ils deviennent, et pas nécessairement conformes à ce que j'en souhaitais. Il y a des gens qui auraient préféré une fille, et bien c'est un garçon. Et en plus, un garçon manqué. J'adore cette expression, je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire. Vous voyez, ça présuppose qu'il y a des garçons réussis, remarquez. Bon, donc, vous voyez bien que j'ai à adopter les enfants parce que très rapidement, je vais comprendre qu'ils se dégagent de ce que je pouvais désirer. Et si je commençais à dire « Oh ben, ils ne sont pas comme je voulais, donc je les aime plus », je mettrais quelques gouttes supplémentaires dans la barbarie. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas simplement de respecter leur vie biologique en disant « Bon, je lui donne à manger, mais je ne l'aime pas hein. ». Il ne s'agit pas simplement de faire en sorte qu'ils survivent, et surtout, il s'agit de traiter les êtres, et là, c'était le cas de mon exemple, comme des êtres indisponibles, c'est-à-dire un être qui n'est pas tout à fait conforme à mes souhaits, dont je ne peux pas disposer à ma guise, c'est-à-dire un être qui me convoque à assigner des limites à mes pouvoirs. C'est ce qui s'appelle l'adolescence. Tu peux bien dire ce que tu veux, j'en pense pas moi. T'aimes pas mes copains, virgule, mais c'est mes copains. C'est l'âge où on se voit assigner des limites à ses pouvoirs. On l'a vu tout à l'heure, c'est le cas du respect, c'est le cas de la tolérance, c'est le cas, vous le voyez, de l'éducation. Ça veut donc dire, troisièmement, que pour faire devenir un sujet citoyen, il faut poser un être. Alors là, c'est la taille au-dessus encore. Il faut poser un être non seulement comme indisponible, mais comme un être insaisissable. Ça, c'est très important. C'est pas parce qu'on comprend les comportements de quelqu'un qu'on comprend la totalité du quelqu'un. Vous savez, il y a un petit truc des fois à l'intérieur de nous. Vous savez ce petit truc qui fait dire « Bon, je le fais, mais si tu savais ce que j'en pense. J'ai tel comportement, mais je suis ailleurs. » Jamais nous ne collons à nos conduites. C'est bien pour ça qu'on peut être soigné. Ceci veut dire qu'aucun être n'est donné.
dans son être, et que l'on ne peut pas saisir une personne par une approche purement extérieure. Ça aide énormément. Heureusement qu'il y a des psychiatres et des psychologues, évidemment. C'est une aide considérable. Ça ne veut pas dire qu'elle est complète. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, la maladie nous apprend qu'elle est insaisissable et qu'elle nous échappe. Et donc, vous voyez qu'une personne n'est jamais réductible à ce que l'on en perçoit. La structure d'un comportement est au-delà, de nos perceptions. Nous sommes donc tous convoqués à ces problématiques-là lorsqu'on veut traiter les personnes comme des sujets pouvant devenir citoyens. Et donc, j'en arrive à la fin de cette première partie, un soin n'est pas réductible à un droit. Mais il en faut des droits. Pas réductible, ça veut pas dire qu'il y en ait. Ça veut dire qu'on n'a pas fini quand on accorde des droits, alors qu'on a le sentiment que lorsqu'on parle de citoyenneté, ça veut dire simplement attribuer des droits. Hein, ça c'est la grande tradition républicaine, vous voyez. Or, j'en aurai pas pour longtemps, bon, je vais quand même pas résister, j'en aurai pas pour longtemps pour vous démontrer que le droit ne règle pas tout. C'est pas parce que vous avez le droit à la propriété que vous êtes propriétaire. C'est dommage. S'il suffisait d'en avoir le droit pour en avoir les moyens, ça serait une bonne nouvelle. Donc, il y a quelque chose de plus dans le soin que dans le droit. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a tout ce qui institue, et les psychiatres le savent très bien, j'ai la chance, grâce à vous, d'en connaître plusieurs par le biais de Sainte-Marie, il faut quelque part instituer un lien. Un lien, ça veut dire qu'un soin, c'est une mise en lien, et non pas simplement un respect des droits, mais une mise en lien pas abstraite, une mise en lien dans une situation, qui est une situation particulière, puisqu'elle peut être pathologiquement affectée. Alors, j'en arrive à un deuxième point, parce que ça fait partie de ce qui m'a été proposé, et donc je me dois de tenter une réflexion à ce sujet. La jeunesse, l'adolescence, par rapport à cette problématique. Alors, on va commencer par la jeunesse, parce que c'est un petit peu différent, mais bien que ce soit lié. Qu'est-ce que ça veut dire, la jeunesse, aujourd'hui? Vous savez que c'est notre modernité, c'est la modernité qui a inventé la notion de jeunesse. Ça, c'est pas mauvais à savoir, parce que ça calme bien. Hein. C'est une notion très récente. Tout simplement parce que la jeunesse a présupposé qu'on ait affaire à une classe d'âge qui soit homogène. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y ait des gens dans une société qui, par leur classe d'âge, eh bien, puissent former une population homogène. Ce n'était pas le cas auparavant dans les sociétés traditionnelles, comme vous le savez, puisque dans les sociétés traditionnelles, on passait sans transition de l'enfance à l'âge adulte. Le service militaire pour les garçons ou l'apprentissage. Le mariage pour les filles. Après il ne s'agit pas de dire, ah, vous savez, je suis quand même jeune. Hein. Ça y était. La notion d'adulte était à la place de la notion de jeunesse. Dans les sociétés africaines, il n'y a pas d'adolescence. On passe de l'enfance à l'âge adulte, par des rituels d'initiation, souvent difficiles. Il n'y a pas cette période à laquelle nous avons sans doute raison d'accorder de l'importance, mais elle n'est pas investie par toutes les cultures et dans toute l'histoire, parce que tout simplement, on passait sans transition de l'enfance à l'âge adulte par des rituels initiatiques, hein, le service militaire, aller en apprentissage, etc. La jeunesse, c'est donc l'avènement d'une classe d'âge dans la vie sociale. Vous n'êtes plus simplement membre de votre famille, vous voyez, vous êtes aussi toute une classe d'âge, c'est ça qui est important. Et donc, c'est une classe d'âge très particulière, parce qu'elle est séparée de l'enfance. Ça, vous avez bien compris, hein, dès qu'on traite un ado comme un enfant, il hurle. Dès qu'on le traite comme un adulte, il hurle.
parce qu'il ne veut pas non plus avoir les mêmes goûts que vous. Ça se voit dans ses apparences, souvent. Donc, ni l'enfance, ni le statut historique d'adulte. Ça veut donc dire que lorsqu'il y a jeunesse, ça désigne une nouvelle identité sociale, qui n'est plus réductible à son histoire, et que l'on appelle, je ne sais pas si les personnes qui interviendront après moi le confirmeront, ce qu'on appelle un âge de l'expérimentation, c'est-à-dire un âge de l'autonomie, attention, sans indépendance, ce qui fait souci quand même. Autonome n'est pas indépendant, donc ça va frotter un peu, quoi. Ok, on se comprend. Ça veut donc dire, si vous voulez, qu'il y a une autonomie de la personne qui grandit, mais il y a une dépendance économique à l'égard du monde adulte et une dépendance éducative qui demeure. Ça veut dire que dans le monde traditionnel, l'identité était transmise d'une génération à une autre, en général par la famille, hein, comme vous le savez. Hein. Et il arrivait même assez souvent qu'on reprenait le travail de la ferme, qu'on reprenait le travail des parents, etc. Aujourd'hui, il se passe quelque chose, et vous avez raison d'avoir pris ce sujet, parce que l'identité ne se transmet plus, elle se construit. Et ça change quelque chose. Elle se construit beaucoup plus qu'elle ne s'hérite, si vous aimez mieux, hein, et donc elle a un caractère qui va nous amener à l'adolescence, un caractère beaucoup plus indéterminé. Ça veut dire que la jeunesse devient une norme tardive, vous savez que ça va durer quand même, espérons-le, après avoir été une norme précoce, dans la famille traditionnelle, comme on le disait tout à l'heure. Et donc on va assister dans la pratique à un accès plus tardif aux rôles familiaux, à la création d'une culture autre que transmise. Il est bien évident que les adolescents ne se contentent pas de la musique qui leur est transmise. Hein. Même en général, ils ont une passion à rompre avec elle et avoir une musique qui correspond à leur âge. Je vous l'avais dit. La culture n'est plus la transmission. Autrement dit, en matière de sociabilité, vous l'avez remarqué, en matière de sexualité, vous le savez très bien, en matière de loisirs, en matière de culture, comme la musique, pour garder mon exemple, eh bien là, nous ne sommes plus dans la transmission. Ça ne serait pas un problème, le seul problème, c'est que depuis l'homme de Cro-Magnon jusqu'au XXe siècle, nous étions dans les âges de la transmission. Donc ça fait quand même un scoop. La jeunesse s'affranchit donc de l'autorité, puisque l'autorité nécessite une transmission, comme vous le savez, hein, de l'autorité des adultes, et elle rejoint davantage l'autorité de la parité, hein, c'est-à-dire de la classe d'âge, des groupes d'appartenance auxquels les jeunes appartiennent, et qui deviennent non plus des groupes d'appartenance, mais des groupes de référence. À qui je me réfère? Au gars du quartier. À qui je me réfère? Aux copains de la classe. À qui je me réfère? Etc. Le groupe de référence l'emporte sur le groupe d'appartenance. La jeunesse, donc, désigne plus du tout un état initiatique, elle désigne une trajectoire. Qu'est-ce que ça donne pour l'adolescence en 3 minutes? Premièrement, ben, ça donne une problématique récente, on s'est bien compris, hein, ce passage dont on parlait tout à l'heure, et désormais, si vous voulez, on va se rendre compte que cette adolescence, elle va être formée à partir d'un certain nombre d'images. Et peut-être qu'il va en être question tout à l'heure. Vous savez que l'image de l'adolescence, les images culturelles de l'adolescence aujourd'hui, vous les connaissez par cœur, hein, bien sûr. C'est celle d'une période de risque, c'est celle d'une période de conflit, c'est donc un âge problématique, non pas parce que les ados sont pas bien, mais parce que c'est un âge transitoire. Quand vous êtes dans un âge transitoire, ben, par définition, vous êtes indéterminé, évidemment. Donc c'est un âge problématique parce qu'il est transitoire,
Il y a une liaison que l'on trouve dominante aujourd'hui dans les images, c'est le lien entre l'adolescence et la violence. Soit les adolescents sont victimes de la violence, soit ils en deviennent les auteurs de la violence. Vous voyez, pensez à la pédophilie, pensez à tout ça, qui anime complètement les images actuelles. Vous voyez? Et donc, on s'aperçoit qu'il y a cette classe d'âge sociologique, eh bien, elle nécessite ce que l'on appelle désormais, de manière familière, des campagnes de prévention. Parce que, étant donné qu'elle est indéterminée, c'est une classe d'âge, et c'est vrai, qui est exposée. Alors, ceci m'amène à vous dire que cet âge de l'expérimentation nous apprend que, ça j'y tiens beaucoup, vous avez compris, que l'identité se construit, beaucoup plus qu'elle ne s'hérite, j'y reviens, que c'est un âge critique, bien sûr parce qu'il est exposé, et que donc l'adolescent, c'est quelqu'un qui va devoir chercher en lui ce que ses ancêtres trouvaient dans une culture. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un mot dont je ne raffole pas, mais on les appelle comme ça, donc ça nous va, des repères. Ça veut donc dire qu'il va falloir passer, puisqu'on ne passe plus par un rituel social, il va falloir trouver des ressources ou en soi. Alors là, c'est pas si simple que ça, trouver des ressources en soi-même quand vous avez cet âge-là. Et donc ça veut dire que la recherche va être une recherche de plus en plus individuelle, et donc que c'est une crise parce que c'est une rupture, et que par conséquent, ce qui caractérise l'adolescent, c'est qu'il a à s'orienter. Il a à s'orienter, c'est-à-dire que c'est un âge qui est un âge de l'incertitude. Nous sommes, quand nous sommes adolescents, nous sommes des êtres incertains. Ça ne veut pas dire fichu, ça ne veut pas dire réussi. À suivre. Deuxième et dernière partie, cette problématique de devenir citoyen. Maintenant, ça y est, on a fait un portrait de ce qui problématise les populations qui nous intéressent, et qui ont votre préoccupation, et peut-être même qui définissent votre métier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire devenir citoyen? On va se mettre d'accord, parce que là aussi, alors en plus, comme on est dans une période électorale, on n'est pas gâté. La citoyenneté, c'est pas la nationalité. Non mais, ça en plus, excusez-moi de le rappeler, mais vous avez bien compris que c'était utile. Mais ça vient pas de moi, ça, Ah non, pas du tout. Ça vient des pères fondateurs de la République. Donc on n'est pas dans la fraîcheur, vous voyez. On est plutôt dans les cimetières, là. D'accord? Vous avez plein de gens qui ont la bonne nationalité, mais qui ne sont pas citoyens. Et vous avez des gens qui arrivent à avoir des actions citoyennes, bien qu'étant sans papier. Mais ça, c'est compliqué, c'est bien pour ça qu'on va s'y mettre. Première idée que je propose à votre réflexion. La citoyenneté signifie que des êtres sont des sujets de droit. Ça va, on récupère ce qu'on a dit dans l'introduction. Qu'ils sont égaux en droit, mais vous avez bien compris, parce que je vous vois très attentif, ce qui bien entendu m'encourage, ça veut dire qu'on peut être égaux en droit et inégaux en fait. Ah ben ça, la République, elle n'a pas son pareil pour ça. Donc, égaux en droit ne signifie pas égaux tout le temps. On peut être inégaux en fait. La citoyenneté, c'est donc l'égalité d'individus inégaux. Aïe, 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 et on comprend bien qu'elle soit un peu chaude et brûlante de temps en temps. Parce que l'égalité de genre égaux, c'est assez facile. Vous voyez? Rendre inégaux des gens déjà inégaux, aucun problème. Mais alors, mettre de l'égalité dans l'inégalité, il faut être très en forme. Ça veut dire que des droits peuvent permettre à des personnes de rompre avec ce qui pourrait, et voilà vraiment ce que je crois important dans cette première idée, avec ce qui pourrait les enfermer dans leur situation initiale.
Je crois qu'on manque de droits dans la vie quand on est totalement enfermé dans sa situation de départ et qu'on ne peut pas la modifier, qu'on ne peut pas la soulager, qu'on ne peut pas la soigner. Pourquoi c'est un problème? Parce que dans la vie, on se met bien d'accord là-dessus aussi, personne ne mérite ses conditions de départ. Et ben voilà. Si nous démarrons dans un milieu favorisé, eh ben tant mieux pour nous. Mais on ne le mérite pas. Peut-être qu'on le méritera après parce qu'on en fera quelque chose, mais pas au départ. Hein. Les situations initiales sont données. On ne peut mériter que ce qui est acquis. Ah d'accord. Ça aussi, ça calme bien. Enfermer quelqu'un, si vous êtes au contraire membre d'un milieu très défavorable, vous ne le méritez pas. C'est bien pour ça que devenir citoyen et proposer des droits, ça devrait pouvoir vous aider à ne pas demeurer dans une situation initiale. Voilà ce que je voulais vous proposer, permettre à des personnes, par des droits supplémentaires et par des liens, de rompre avec ce qui pourrait les enfermer dans leur situation initiale, dans leurs conditions d'origine, hein, si vous aimez mieux, dans leurs conditions de départ, parce que pourquoi c'est injuste? Réponse, on s'est compris, parce que personne ne la mérite. Des droits citoyens, c'est des droits qui doivent nous permettre de rompre avec un déterminisme. Alors là aussi, c'est pas simple. C'est faire en sorte que ce qui nous détermine ne soit pas une fatalité. Qu'on puisse avoir des chances, qu'on puisse avoir des soins pour aller mieux, pour être mieux, pour être plus inclus, pour être plus autonome. Interrompre le déterminisme de façon à ce qu'il ne devienne pas, comme il en a tendance, une fatalité. Ainsi, des droits peuvent permettre à des personnes, mais ça je sais que vous le savez très bien, de devenir plus autonomes, un petit peu des fois seulement, hein, plus autonomes par rapport à leur milieu d'appartenance. C'est par exemple une chance que donne un habitat autonome, une chance que donne un métier, une chance que donne l'instruction, etc., etc. Deuxième idée que je vous propose. La citoyenneté peut aussi se décliner dans un deuxième sens, c'est-à-dire en interrogeant une autre notion que la situation d'origine, hein, la notion d'équité. Ça veut dire, quand on est préoccupé par l'équité dans la vie, ça veut dire qu'on se préoccupe tout simplement des droits, mais qu'on se préoccupe des situations des gens. Parce que c'est là que ça se joue. Dans les situations que vous avez, le droit, il va vous apporter quelque chose. Si vous avez les moyens, vous pourrez devenir propriétaire. Mais si vous êtes dans une situation tellement défavorable, le droit risque de ne pas vous apporter quelque chose. Vous ne pourrez pas devenir propriétaire. Vous aurez des droits sociaux. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, se préoccuper, pas seulement des droits, mais des situations, c'est-à-dire du sort des plus défavorisés, qui doit être pris en compte et pas simplement en charge. Éduquer, c'est pas prendre en charge ses enfants, c'est aussi ça, il faut bien qu'ils mangent. Attention, hein, qu'on soit bien réaliste. Il faut bien qu'ils aient aussi toutes les conditions sanitaires, hein, et qu'ils soient bien traités. Mais la prise en charge n'a jamais suffi. On commence à être éducatif lorsqu'on prend ses enfants en compte, et pas seulement en charge. Mais c'est un autre job. C'est une autre attitude. Et donc, que cette prise en charge, eh bien je pense, par exemple, on améliore la dimension de sujet citoyen, puisque c'est mon sujet, hein, on améliore la condition de sujet citoyen lorsqu'on multiplie. Alors je vais employer cette formule, vous n'allez pas être très content parce qu'elle est usée. Elle est totalement usée parce qu'elle a fait le tour de tous les programmes politiques.
Donc, vous savez, les programmes politiques, ils ont une capacité à user le sens qui est assez rapide. Et ben, le sens est un peu usé, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Pourtant, je vous promets que j'ai cherché ce que l'on appelle l'égalité des chances. L'égalité des chances, ça ne veut pas dire qu'on va patienter en attendant qu'ils soient vraiment égaux les gens. Égaliser les chances, c'est les multiplier. Il y a des enfants qui ont été sauvés dans la tradition républicaine en redoublant leur classe. C'était pas un échec, nécessairement. Il y en a certains que ça a sauvé, parce qu'ils sont un petit peu plus lents. C'est quand même pas une raison pour échouer toute sa vie. Ou parce qu'ils pensaient aux filles, plutôt qu'aux maths. Qui ne l'a pas fait? C'était pas la bonne période pour l'équation du second degré, vous voyez. Donc ils n'ont rien foutu. La multiplication des chances, c'est ça l'égalité des chances, c'est-à-dire, effectivement, étant donné que le point de départ de chacun n'est jamais juste, étant donné, là j'ai un peu craqué, je vous avoue, parce que c'est dans le langage qu'on entend aujourd'hui, qu'il n'y a donc pas d'origine équitable. Bon, vous auriez pu m'encourager un peu. Voilà, il n'y a pas de développement équitable. Vous voyez, ça ne marche pas dans l'éducation. Eh bien, justement, c'est parce qu'il y a des choses qui ne relèvent pas du mérite qu'il faut quelque part multiplier les chances. C'est pas parce qu'un malade, c'est pas parce qu'une personne âgée, c'est pas parce qu'une personne en situation de handicap échoue qu'elle n'a plus droit à rien. Égaliser, c'est multiplier. La citoyenneté, donc, elle a à résoudre cette tension dont je vais voulu vous parler avec beaucoup d'enthousiasme entre les principes de l'égalité et les situations inégales. C'est là que se joue le sujet citoyen. Comment va-t-on faire pour atténuer la tension qu'il y a entre des principes qui sont des principes d'égalité et des situations qui, elles, par contre, sont des situations inégales. C'est le cas de l'accès à l'éducation, à la santé, aux soins, etc., etc. Il ne suffit plus, donc, pour rendre un sujet citoyen, d'assurer l'égalité devant la loi. Il faut agir sur les conditions des situations. Il faut sortir du risque d'enfermer les personnes dans un statut négatif d'assistance, dans un statut négatif d'assurance, de façon effectivement à sortir d'un statut qui vous enferme et donc qui vous marginalise. Faire de quelqu'un un sujet citoyen, c'est le rendre visible. Troisième et dernière idée, aller vers une citoyenneté, c'est peut-être ça qui nous convoque à la réflexion cet après-midi ensemble, d'aller vers une citoyenneté active, puisqu'on est d'accord, c'est pas la nationalité, c'est pas je suis né en France, donc c'est bon, je suis citoyen. Non, là je suis national seulement. D'accord? Puisque l'un n'est pas l'autre, eh bien la citoyenneté, elle se fonde sur des liens. Et donc, vous voyez, ces liens, eh bien, ils sont très problématiques aujourd'hui parce qu'effectivement, nous devons valoriser tout ce qui met les êtres en lien. C'est ce que vous appelez, alors c'est un mot que je n'utilisais pas, moi, mais c'est grâce à vous je l'ai appris, et je commence à je sais pas, à mieux en tout cas, le comprendre, c'est le mot inclusion. Vous voyez, valoriser tout ce qui met les êtres en lien. Or, qu'est-ce que c'est qui fait lien? Parce que c'est trop abstrait souvent. Eh bien, les amis, on peut le dire très facilement. Ce qui fait lien aujourd'hui, dans nos sociétés, ce n'est pas le cas de toutes, mais dans les nôtres, ce ne sont plus les coutumes. Ah, ça c'est sûr. Nous avons inventé l'idée de progrès, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on pense que le passé n'est plus exemplaire. Il y a des cultures qui pensent que l'exemplaire, c'est le coutumier. Et qui vivent à côté de nous. Donc des fois, ça chauffe.
entre ceux qui disent vivement qu'on avance, qu'on progresse, et les autres qui disent vivement qu'on se rappelle. On comprend qu'il va falloir sacrément de la tolérance. Ce ne sont plus les traditions, ce ne sont plus des croyances communes. Par exemple, ce n'est plus, dans nos sociétés laïques, la religion. D'accord? Parce que notre modernité, et il faut bien l'accepter, elle est là, elle n'est plus, elle s'est mise en rupture avec ses anciennes appartenances. Je le rappelle, je le disais à l'instant, c'est ce qu'on appelle l'idée de progrès. Et donc, comment voulez-vous, pour mettre les êtres ensemble, comment voulez-vous vous y prendre pour mettre en lien les gens, si vous ne pouvez plus vous y prendre par les coutumes, par les mœurs, par les croyances, il n'y en a qu'une, il n'en reste plus qu'une, c'est par la citoyenneté. Voilà, c'est d'être capable de faire un monde commun qui peut nous rendre citoyens et non pas ce dont nous héritons. Sinon, qu'est-ce qui risque de se passer? Si on s'en tient à la protection sociale, on risque d'isoler les citoyens et donc on risque de les maintenir dans un état d'assistance et d'isolement et par conséquent, eh bien, faire que des sujets deviennent citoyens, c'est rendre, vous le voyez, la citoyenneté plus active, plus inclusive. Alors, je termine par une référence. Alors, c'est une référence, bon, vous n'avez pas besoin de rajeunir, donc j'avais envie de dire ça peut nous rajeunir, mais ce n'est pas votre cas. C'est une référence à Durkheim. Vous savez, Durkheim, c'était un auteur intéressant, c'était celui à qui on doit la naissance de la sociologie. Et Durkheim, c'est, vous voyez, le 19e siècle, hein, c'est 1858, 1915, même 1917, je crois. Eh bien, figurez-vous que Durkheim, pour finir sur une référence, il nous a appris un truc décisif. Donc là, je me suis dit, on va le rappeler. Il nous a appris que la véritable solidarité dans une société, c'est pas la solidarité, comme il dit, mécanique. Sur le fait qu'on a des voisins, le fait qu'on a des collègues, bon, on leur parle pas trop, enfin bon, vous voyez, c'est ça la solidarité mécanique, c'est d'être simplement associé, sans coopération. Dans un métro, il y a du monde, mais c'est une solitude à plusieurs. C'est une solidarité mécanique, les gens sont les uns à côté des autres, et éventuellement, ils peuvent se saluer. C'est-à-dire un simple lien d'association entre les membres d'une collectivité, et donc c'est une solidarité purement administrative, passive, sans engagement, qui est simplement composée par la prise en charge des personnes bénéficiaires de droits sociaux. Donc il dit voilà, il y a les prestations qui existent, il y a une solidarité qui existe. Quand on paye ses impôts, on est solidaire, hein, quand on cotise à la sécurité sociale, on est solidaire. Mais c'est une solidarité importante, mais mécanique. Ça ne nous engage pas. Par contre, dit-il, la véritable solidarité, c'est ce qu'il appelle une solidarité organique. C'est celle-là qui nous met en lien, c'est-à-dire celle qui est active et volontaire, eh bien c'est celle-là que nous donne la citoyenneté. Parce que, vraiment ça j'y tiens, il faut toujours faire société. Il ne faut jamais dire on est en société. Pas plus qu'il ne faut dire on est en République. Parce qu'il y a des deuxièmes tours d'élection qui nous rappellent que c'est pas sûr. Il y a des systèmes qu'il faut toujours activer, qui ne sont jamais acquis. Eh bien, vous voyez, il faut toujours faire société. Tous les phénomènes d'isolement, tous les phénomènes de marginalisation, tous les phénomènes liés à la maladie, tous les phénomènes liés à l'exclusion, tous les phénomènes liés à l'errance, tous les phénomènes liés à la crise de la famille. J'arrête la liste parce qu'on va devenir pessimiste. Tous ces phénomènes nous rappellent que nous avons à faire société.
Et donc cela nous apprend que la citoyenneté, elle a deux faces. Hein. Devenir un sujet citoyen, ça a deux faces. D'une part, l'appartenance à une collectivité, mais bon, ça va quoi. Deuxièmement, une face plus volontaire, une face plus active qui dépasse les modalités historiques de l'assistance, de l'assurance, de la mutuelle, des droits sociaux établis, et qui va faire en sorte que des êtres surmontent, vous voyez, la situation où ils se trouvent. Cette citoyenneté-là, c'est la citoyenneté que je vais appeler active, celle qui nous ouvre à ce qui diffère de nous, et non pas seulement à nos semblables, d'accord? Celle qui nous oblige à ne pas réduire toute idée d'humanité à notre identité, celle qui nous rend attentifs au sort d'autrui et à l'exigence de lui répondre, cette citoyenneté qui n'est pas purement administrative, qui n'est pas purement mécanique, cette citoyenneté, c'est ce qui nous interdit l'indifférence. Ce qui nous interdit l'indifférence, c'est s'engager, effectivement, contre des discriminations, contre des injustices. Et donc, vous voyez, on devient citoyen lorsqu'on partage les problèmes collectifs. Et je termine en vous disant ça, la citoyenneté, c'est pas seulement la liberté et l'égalité. Et pourtant, vous savez que ces deux droits sont fondamentaux. C'est quelque chose également qui nous interdit l'indifférence, comme je vous le disais à l'instant, c'est faire en sorte que des malades, que des personnes âgées, que des adolescents en crise, eh bien, on s'intéresse à leur sort et que leur sort ne nous est pas extérieur. C'est-à-dire que cette citoyenneté, elle consiste à cultiver tout ce qui peut nous permettre de nous relier. Merci beaucoup de votre attention.